Mon père a acheté sa première voiture, il avait 48 ans. Et la deuxième voiture qu'il a achetée, je l'ai encore. Il n'a acheté qu'une seule voiture neuve et il l'a gardée toute sa vie. Bonne garantie. Tout est encore dedans. Lui, il n'est plus là, paix à son âme. Son auto est encore là. C'est par là qu'on peut comprendre les objets de collection, les voitures de collection. Quand on dit qu'on veut voir que les objets ont une âme, et qu'on veut voir les personnes qui ont touché les pièces et pas avoir une voiture systématiquement neuve, ben là, c'en est l'exemple typique. Cette voiture, c'était un coupé. Et donc, il fallait bien un garage pour l'entretenir. C'était une voiture japonaise, c'était déjà pas une voiture courante. Il n'y avait déjà pas beaucoup d'ateliers qui entretenaient ça. Et on lui a donné l'adresse d'un atelier qui faisait de la course automobile. Et moi, je suis tombé là-dedans, j'ai vu ça, et mes yeux se sont écarquillés. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça, c'est tout. Ce qui fait que j'ai commencé à passer mes week-ends. Je récupérais des vieux moteurs, je les nettoyais. Et puis une fois, dans la voiture de mon père, j'avais retiré un de ses vieux moteurs. J'avais remis ça, j'ai remis le moteur dans sa voiture. Il rentre avec la voiture, les gars ils ont ouvert le capot, ils sont regardés dedans, ils ont dit qui est-ce qui a fait ça? On a dit c'est le gamin. Ils m'ont regardé, ils ont dit on le veut dans l'équipe. Il dit il vient bosser ici. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je m'attendais à faire une carrière chez un constructeur, puisque moi je travaillais en course pour Toyota. Donc j'avais dit Toyota c'est pas mal, j'en ai eu marre de la course, on a arrêté, je suis parti chez Porsche. Je suis resté là-dedans, j'ai grimpé les échelons et à chaque fois je me suis retrouvé devant des patrons où ils tapaient du poing sur la table et moi aussi je tapais du poing sur la table. Et on me regardait en me disant mais vous allez finir à votre compte. Là c'est un machin pour monter dedans, tant pis, hein. On lève, on monte. Hop, et voilà, on est assis. C'est tout. Le coude il est dehors, c'est pas grave. On peut pas s'appuyer, c'est pas grave. On s'en fiche. Et le truc le plus rigolo, je trouve quand même, c'est qu'on a quand même mis un embrayon de porte. Je sais pas à quoi il sert, mais ça prouve que quelque part le carrossier, il y a un petit remords en disant je vais mettre une porte parce que c'est comme une voiture, donc une voiture il faut mettre une porte. Et ça, je trouve ça. La course automobile m'a énormément appris. Il y a toujours une relation de cause à effet. C'est un peu la même chose qu'une entreprise. C'est-à-dire que vous devez faire une équipe, vous avez un budget, vous avez un produit, et le produit, il faut impérativement le magnifier pour en faire quelque chose qui, au résultat, va rejaillir sur toute une équipe. Si ça fonctionne, vous avez au final un podium qui arrive. Ça forge le caractère et ça c'est clair. Extraordinaire ça. Extraordinaire. Il y a des types qui ont roulé 24 heures là-dedans, en faisant la course. Alors on dit que nous on est un peu fous, mais il faut s'imaginer les types qui étaient dedans. Eux, c'était carrément allumé. Allumé. Mon père travaillait en usine, il était chef d'équipe dans un atelier de peinture. Moi, je me suis mis à mon compte. Devant moi, c'est bien fils, mais devant dire si t'es fou de faire ça, etc. Et derrière, d'être fier comme un pan parce que j'avais osé le faire et pas lui. Des fois, je me dis, j'aimerais qu'il voit ça. La façon dont moi j'ai toujours travaillé, donc j'ai toujours privilégié mes objectifs à ma personne. Donc
Et c'est le seul conseil que je dis toujours quand j'ai des amis qui viennent en disant ouais je voudrais m'installer, qu'est-ce que je voudrais faire? La première chose que je leur dis toujours c'est est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je dis est-ce que si tu as besoin de quelque chose, d'argent ou quoi que ce soit, il faut arrêter tout de suite. Je dis, ouvrir c'est d'abord la boîte, développer la boîte, mais surtout pas essayer de prendre quelque chose sur la boîte. C'est pas possible. C'est quelque chose qui, enfin moi à mon niveau, j'ai jamais vu ça. Disons que c'est comme si vous semiez dans un champ et que vous alliez déterrer les graines pour les manger parce que vous n'avez pas le temps d'attendre que ça pousse. Faut manger. Et ça, c'est pas possible. Une passion, j'oserais dire, c'est un but, c'est une quête, c'est une recherche c'est une recherche de résultats qu'on voudrait avoir, qu'on sait qui est possible, mais qu'on a du mal à toucher. C'est une recherche, je veux dire, c'est une recherche de l'excellence. Mais l'excellence, on a toujours tendance à dire le haut de gamme ou bien le prestige. C'est faux. C'est pas ni le prestige ni le haut de gamme. C'est juste le travail bien fait. Juste le travail bien fait. Et ce juste, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à aller chercher. Vous avez un objectif, et cet objectif, il faut l'atteindre. Et dans ces cas-là, c'est effectivement c'est la personne humaine qui prend. C'est-à-dire que là, ça devient une abnégation de la personne au profit du résultat qu'on veut obtenir. Quand on cherche un résultat, on aura du mal à mettre du temps à côté. C'est un peu le souci, c'est que quand on se met à travailler, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Et ça, c'est extrêmement dur à s'arrêter. Je vois bien que moi, quand je me replonge dans les anciennes, à faire des choses, là, je n'ai plus de notion de temps. C'est-à-dire que je n'arrive pas à m'arrêter, je n'arrive pas à mettre une autre priorité. Ça, c'est net. Donc, ce qui fait que ça nous fait effectivement, quand on est jeune, ça nous fait des journées qui finissent à pas d'heure et qui reprennent à pas d'heure. Disons que quand on a un projet, quand on est en train de faire quelque chose, quand on a le fil dans la tête, c'est extrêmement difficile de le couper. Le but n'est pas de faire une chose, c'est une enfilade de petites choses qui font quelque chose à la fin. S'arrêter avant que ce soit fini, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc effectivement, si vous rencontrez un souci ou un problème ou quelque chose, les nuits deviennent courtes. J'ai des voitures que j'adore. Si par moment je n'ai pas tout arrêté, c'est que je me suis assis dans ces voitures, je les ai regardées, je les ai humées, je les ai touchées. Je me régénère, je retire la bâche, je monte dedans, je repars là où j'étais, c'est-à-dire je repars en arrière, et de pouvoir ressortir de là-dedans en disant Laurent, démerde-toi, trouve une solution. Généralement les voitures de course, je les ai construites, celles qui sont là, je les ai construites de A à Z. Donc, j'ai toujours pour habitude de dire, quand je touche une pièce, je touche jusqu'au pneu sur sa route. Tout. On a tout fabriqué, tout. Même pas vous imaginer, mais tout. Tout. Donc ce qui fait que je suis dans un domaine où on partage. Elle m'a donné énormément de satisfaction, énormément de plaisir, de difficultés, etc., etc. Et je suis dedans, c'est moi qui l'ai fait, je suis assis dedans, c'est concret. Et elle est là parce que je suis là, et je suis là parce qu'elle est là. Elle est vivante. C'est un truc où je suis... de même quand je monte dans la voiture à mon père. J'ai envie de parler avec mon père, je monte dans sa voiture. Ça peut paraître un peu stupide, hein, ça fait une église, hein, c'est un sanctuaire. Mais les voitures, je leur parle. Hein. Je peux peut-être paraître complètement cinglé, mais je leur parle. Hein. À chaque fois qu'on fait une auto, c'est une tranche de vie. Quand on passe 2000, 3000, 4000 heures sur une voiture, c'est une tranche de vie. Quand c'est un truc que vous avez créé, bah oui, ça peut...
C'est pas vivant, mais si, ça a une âme. Ça a une âme. Pourquoi? Ça n'a pas d'âme en soi. Ça a l'âme qu'on lui a donnée. C'est comme quand on fait un tableau, quand on fait un dessin. Moi, j'ai toujours le bonheur de le voir fini. Je regarde et je vois ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas l'expliquer, hein. Je vois tout ce qu'il y a dedans. Je vois tous les machins et je le vois fini. Et je vois l'extérieur, je vois fini, je le vois. Si j'attaque, c'est que là, c'est fini. Je suis projeté, moi, je suis déjà devant. Le plan, il est là. C'est un truc où vous finissez par faire des plans. Mais avant de faire un plan, il faut bien faut bien le penser. Il faut bien le créer. Nous sommes 9, 10 avec le secrétariat, 11 avec la cellière. C'est vrai qu'on n'en voit pas en France. Hein. Bah, elles ont tellement été décriées, elles ont tellement été galvaudées, ces pauvres autos, que forcément... On n'en voit pas. On n'en voit pas. Il n'y a que quand j'ai rencontré M. Jacquelin que j'ai commencé à comprendre ce que j'avais. Avant, j'ai toujours dit, je n'ai rien à vendre. Il avait une voiture, il l'a abîmée. Il est rentré, depuis, il n'est plus jamais sorti. On a fait ses autos, il est revenu, il était content et on a commencé à discuter. Il a dit, Laurent, dit un jour on fera quelque chose. Patrice m'a permis de faire sauter un verrou. Le verrou que mon père avait qui disait ça en fait pas, faut assurer. Moi, Patrice, il m'a fait sauter ce verrou-là. Il m'a fait sauter ce verrou-là où moi je m'en fous, je peux tout mettre sur la table. Si demain tout tombe, bah tant pis. C'est tout. C'est que de la récup et des machins, etc. C'est exactement comme en course. Vous pouvez très bien exploser en vol. Vous pouvez très bien mettre une voiture sur le machin et le moteur, boum. Bah ça, faut l'accepter. Hein. Ça fait partie du jeu où avant de gagner une course, vous en avez perdu 10. Ah ouais. On n'a jamais pu compter sur une banque. On n'a jamais pu compter sur les assureurs. On n'a jamais pu compter sur tous ces gens-là. Chose qui, ça vous forge aussi le caractère. Alors ça change énormément quand vous avez un monsieur comme Patrice qui vient derrière, sur lequel on monte, entre guillemets, les mêmes dossiers, et qui, quand il est derrière, les banquiers vous disent « pas de souci », et quand vous avez pris le même dossier que vous leur avez mis devant, vous dites « non, c'est impossible ». On a besoin de parrains comme Patrice, ça. Parce que pour lui, c'est concret quand il voit des chiffres, et quand il voit un truc démonté, c'est abstrait, et moi, c'est l'inverse. Alors c'est à ce moment-là, quand on a deux mondes comme ça qui se croisent, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est un fait.